Alors bonsoir à tous. Aujourd'hui on commence une petite série de cours. Je ne sais pas combien ça va prendre de temps. C'est un sujet assez vaste et un peu compliqué. Et surtout qu'on doit parler dans ce sujet quand on parle de la théorie de l'évolution et de la théorie scientifique, bien entendu. D'abord, il faut comprendre de quoi on parle. Et après, de savoir quelle est l'attitude ou l'attention que le judaïsme porte à cette théorie. Et on va commencer d'abord par une petite retour en arrière dans l'histoire pour comprendre dans quelle atmosphère la théorie de l'évolution s'est développée. Donc on parle à l'époque de la Renaissance. Et à l'époque de la Renaissance, où il y a eu ce qui s'appelle la révolution industrielle et scientifique, c'est-à-dire qu'en fait l'homme est devenu tout puissant. Jusqu'à présent, la religion, c'est elle qui gérait le monde dans tous les domaines et dans toutes les nations, que ce soit telle ou telle religion. Et depuis que l'homme en fait est devenu entre guillemets tout puissant, puisqu'il sait tout, il comprend tout, il peut tout, il invente tout, et donc il comprend qu'il y a beaucoup de choses que jusqu'à présent qui pensaient que c'était mystique, et il comprend que tout d'un coup ça devient scientifique et compréhensible. Et donc on est dans une atmosphère où en fait on a un certain rejet de la religion. Dans le judaïsme aussi, on a ce qui s'appelle l'émancipation, la haskala. Les juifs ont le droit d'étudier, de faire des études, d'entrer à l'université, etc., etc., etc. Et donc, en fait, on est dans une période où, en fait, on est toute la tête, elle est basée, elle est fixée, elle est tournée vers la compréhension logique des choses quand on sous-entend ou qu'on comprend qu'il n'y a rien en dessous de ce que l'on voit. C'est-à-dire que le scientifique ne croit que ce qu'il ne voit, même si je le vois pas avec mes yeux, je le vois avec le microscope, il n'y a pas de problème, mais je ne crois que ce que je ne vois. D'accord ? Donc, le 19e siècle, en fait, il a été appelé le siècle sans Dieu. D'accord ? C'est le nom qui a été donné à ce siècle-là, puisque en fait, on a compris en fait à un certain niveau que les hommes de religion se sont entre guillemets foutus de nous un peu, c'est-à-dire qu'ils nous ont raconté des bobards et des histoires à dormir debout et des trucs qui font peur, etc. Et sur les maladies et les contagions, etc. Et que maintenant on arrive un peu à tout comprendre et on comprend que ce qu'on comprend pas pour l'instant, on le comprendra plus tard. Et donc il y a un rejet de la religion, un rejet de tout ce qui a une odeur de mystique, d'accord ? Et donc en fait c'était bien entendu une bonne base pour que cette théorie de l'évolution en fait qui vient remplacer la théorie entre guillemets de la création, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui a créé. Donc cette théorie elle dit il y a rien du tout. Il n'y a pas de Dieu, viens on va t'expliquer comme tout. On a une explication logique, scientifique, plausible, etc. Et donc, toi, tu n'as qu'à accepter ce que dit la logique. Voyons un peu. Une seconde. Alors, voyons un peu juste quelques... On va être obligé à chaque fois de valser un peu entre les diapos et pas les diapos. Une seconde. Alors, pourquoi ça marche pas ? C'est bon. Alors, voilà, on est là. Donc, regardez un peu... alors, pardon, mille excuses. Alors, regardons un peu des citations de l'époque, d'accord, sur ce qui a trait à, pas de l'époque, enfin sur cette époque-là, de scientifiques
qui appelle cette période en fait que la théorie de l'évolution elle est venue en fait remplacer la religion, d'accord? Donc evolution is an intellectual fashion, c'est une mode intellectuelle, substitute for religion, c'est un substitut pour la religion, d'accord? Écrit Patterson en 1977, d'accord? Les Kitsour, vous voyez, il y a encore toutes sortes de citations de scientifiques. Maintenant, quelque chose de très intéressant, regardez ce que vous avez devant vous. Cette personne-là qui s'appelle Gabi Avital, il était pas le directeur, enfin ce qui s'appelle le scientifique principal du ministère de l'Éducation en Israël. Et il raconte son histoire qu'il s'est fait renvoyer. Tout simplement renvoyer, pourquoi ? Parce qu'il a demandé que dans le programme scolaire en Israël, lui il est dans le ministère de l'Éducation israélienne, donc il a demandé que dans le programme scolaire en Israël, on enseigne, de la même manière qu'on enseigne la théorie de l'évolution, qu'on enseigne aussi, entre guillemets, la théorie de la création, puisque en fait, ce sont, entre guillemets, encore une fois, deux théories non prouvées. Nous, on a déjà vu dans plusieurs cours que la théorie de la création est déjà prouvée, mais disons que ce n'est qu'une théorie qui n'est pas prouvée, vu que, donc lui en tant que scientifique dit que dans le monde scientifique, vous pouvez lire ici dans ce diapo ce qu'il écrit, que lui en tant que scientifique, il sait que dans le monde de la science, aujourd'hui, cette théorie est totalement en controverse et que beaucoup de scientifiques la mettent de côté et l'abandonnent complètement. Donc il n'y a pas de raison de l'enseigner comme si c'était Torah Misinaï, c'est la seule théorie possible et inimaginable, c'est la seule explication plausible. Donc tu veux enseigner ça, il n'y a pas de problème, c'est une théorie. Enseigne aussi l'autre théorie, la théorie de la création. Et donc, il s'est fait virer. Il s'est fait virer tout simplement parce que dans le monde aujourd'hui, on ne veut pas, le monde laïque, on essaiera de comprendre ça plus tard. Pourquoi il y a tellement cette envie d'expliquer et de donner une explication alors qu'on n'a aucune possibilité d'expliquer, comme on va le voir dans les prochains cours, que les scientifiques eux-mêmes, on va parler essentiellement de science et de propos de scientifiques. Donc eux-mêmes disent qu'ils n'ont, en bref, aucune idée de ce qui s'est véritablement passé. Mais on veut à tout prix que ce soit la seule théorie qui soit enseignée et on veut mettre de côté tout ce qui a trait à la religion. Alors, bien entendu, tout ça, c'est ce que l'on va vouloir expliquer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette théorie? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que c'est que d'un point de vue scientifique? D'accord? Et donc, qu'est-ce que la religion, elle dit par rapport à cela? Maintenant, il faut savoir quelque chose de très intéressant. Enfin, très intéressant, je ne sais pas si c'est très intéressant, mais en tout cas, c'est très important. Hitler, d'accord? Hitler, dans son livre Mon combat, Mein Kampf, page 314, il écrit que donc son idée de détruire le peuple juif, elle vient de, entre guillemets, l'évolution de la théorie de l'évolution, puisque en fait la théorie de l'évolution, elle dit que le monde, la mère nature, elle sait bien faire les choses et elle garde seulement les êtres et les individus et les créatures qui sont fortes et qui apportent à la nature. Et vu que le peuple juif, c'est une créature dégradée et qui en fait empêche le monde d'évoluer comme il faut, donc en fait nous, en tant que nation hitlérienne, nazie, etc., on est là pour aider la mère nature à faire son travail et donc à éliminer tous les êtres qui sont inférieurs et qui empêchent l'évolution de continuer. Donc, ça, c'était à la base de la théorie de Hitler. Et donc, c'est sur ça qu'il s'est basé pour exterminer une bonne partie du monde.
Maintenant, qu'est-ce qu'elle dit cette théorie? C'est quoi les deux grandes bases de cette théorie? Et après, on va ramener aussi les preuves de cette théorie. Mais d'abord, comprenons de quoi il s'agit. D'accord? Si vous savez que aujourd'hui, si vous posez la question à 95% des gens dans le monde, 98% peut-être même des gens dans le monde, vous leur posez la question comment le monde a commencé, tout le monde va vous dire The Big Bang Theory. D'accord? C'est la théorie du Big Bang, c'est l'évolution, c'est comme ça. Demande-leur de t'expliquer ça veut dire quoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Ou est-ce que tu as une idée, si tu crois pas en ça, comment tout a commencé? Les gens n'ont strictement aucune idée. Ni pourquoi oui, ni pourquoi non. Ils savent juste que ça a commencé avec le Big Bang et l'évolution. Et à part ça, ils en ont strictement aucune idée. Maintenant, il faut comprendre que vous comprenez bien qu'il y a une la portée de cette question, elle est terrible. Parce que si on dit que le monde, il a commencé avec l'évolution, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de pensée derrière ce monde-là. Et en fait, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Si on dit qu'il y a une création, donc s'il y a une création, ça veut dire qu'il y a un créateur. S'il y a un créateur, ça veut dire qu'il y a un but à ce monde-là. Et bien entendu, donc, on est obligé de chercher là ou autre part un but et des choses qu'on doit faire pour arriver à ce but. Donc, il y a une conséquence terrible à cette question. Et pourtant, ça intéresse personne. Les gens, ils se posent pas la question. Ok, on essaiera de comprendre plus tard pourquoi ça se passe comme ça et comment le monde est arrivé à cet état de fait, cet état de choses-là que les gens, ils essaient même pas de comprendre d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, etc. Alors, la théorie de l'évolution, ça marche comment? Deux choses, en fait, elles sont à la base de cette théorie. Deux règles, d'accord? La première règle, c'est ce qui s'appelle les mutations. Ça veut dire des variations hasardeuses qui arrivent à cause de mutations. J'explique. Nous savons tous que nous avons, en tant qu'être humain, je ne parle pas maintenant de tous les êtres qui sont dans ce monde-là, je parle en tant qu'exemple des êtres humains. On est fait de cellules, d'accord? On est fait de milliards et de milliards de cellules. Ces cellules-là, en fait, ils sont faits de 23 chromosomes, d'accord? Ces chromosomes-là, ils sont faits d'ADN, et ces ADN, ils sont faits de ce qui s'appelle ATGC, c'est des particules à chaque fois qui sont, c'est des noms enfin, je vais pas donner de nom scientifique parce que ça sert à rien. Chaque particule d'ADN, c'est un gène, c'est-à-dire c'est une particularité de cet être, la couleur des yeux, la longueur de son nez, sa taille, etc., etc. Et donc sur chaque chromosome, on a des milliards de redsef, comment dire redsef, de suites de ATGC qui sont dans un certain ordre. Maintenant, ce qui se passe, comment un être il se développe, d'accord? Comment il se développe? Alors, on a le papa et la maman, on a une cellule mâle, une cellule femelle qui s'accouplent, d'accord? Et on a 23 chromosomes qui se forment, moitié papa, moitié maman. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que les cellules, elles se reproduisent. Comment elles se reproduisent? On a ce qui s'appelle l'ARM. L'ARM, c'est en fait comme une feuille de photocopie. D'accord? La feuille de photocopie, elle passe sur l'ADN, elle photocopie l'ADN, d'accord? Et on a un deuxième. Donc en fait, à chaque fois, on en a deux qui se reproduisent, qui revont deux par deux et qui deviennent une deuxième cellule. D'accord? Maintenant, il y a des fautes de photocopie. Ça veut dire que sur le redsef, sur la suite des ATGC, ben des fois, il y a des erreurs. Et quand il y a des erreurs, donc il y a des mutations. Ça s'appelle une mutation. D'accord? Ça s'appelle une variation hasardeuse. C'est-à-dire que on a une mutation, on a une variation, quelque chose qui n'est pas la même chose qu'avant, et qui est due au hasard, parce que c'est une erreur. D'accord? C'est-à-dire que l'ARM, elle a mal recopié l'ADN. Et donc maintenant, on va avoir un nouveau gène.
c'est-à-dire une nouvelle particularité de cet être. J'espère que je suis compréhensible. J'essaye de faire le plus simple possible. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui s'appelle des mutations. Maintenant, que dit la théorie de l'évolution? Nous voyons qu'aujourd'hui, il y a des mutations tout le temps. Il y a des erreurs de photocopie, etc., etc. Tu vas à l'hôpital, tu vas voir plein de mutations. Plein. Tout le temps, partout, on a des mutations. D'accord? C'est-à-dire des erreurs de photocopie, et alors on a des nouvelles choses qui apparaissent. Si ça se passe comme ça maintenant, ça veut dire que ça s'est toujours passé comme ça. Si ça s'est toujours passé comme ça, alors ça veut dire qu'en fait, les êtres, ils se sont développés, et à chaque fois, il y a eu des mutations. Alors au début, c'était des êtres qui étaient très simples. Après, c'est devenu de plus en plus compliqué. Il y a eu plein de mutations. Maintenant, sur des milliards et des milliards de mutations, alors il y en a plein qui étaient pas bonnes. Mais des fois, il y en a qui étaient bonnes. Alors, on arrive à la deuxième règle. C'est quoi la deuxième règle? La mère nature. C'est quoi la mère nature? Ce qu'on appelle la brira tiv'it. C'est quoi la brira tiv'it? La sélection naturelle. C'est-à-dire que il y a une, je sais pas comment dire ça, une intelligence intrinsèque dans le monde qui fait que il y a une sélection naturelle. Les mutations qui sont bonnes, c'est-à-dire qui permettent à cet être-là de mieux subsister ou de mieux survivre dans ce monde-là, elles vont être gardées par la nature. Les autres, elles vont être effacées petit à petit. Ça veut dire qu'elles vont pas réussir à tenir le coup et elles vont donc mourir et s'éliminer et s'annuler et s'effacer de ce monde-là. D'accord? Je récapitule. On a des mutations et ces mutations-là, à chaque fois, quand on a une bonne mutation, alors elle est gardée par la sélection naturelle. Et quand on a une mauvaise mutation, elle s'efface. Tout le monde a compris? Faites-moi des signes de vie parce que c'est un peu compliqué. Non, on comprend. Ok. On comprend, c'est parfaitement clair. On s'accroche. Baruch Hashem. Alors, quand j'étais en terminale, j'ai fait bac S avec spécialité biologie. Moi, j'adore la biologie. J'adore tout ce qui a trait à la compréhension de ce monde-là. Regardez quelque chose de très intéressant. Au bac français, donc on avait un gros bouquin comme ça, et il y avait plein de sujets. On a étudié l'immunologie, la génétique, les plaques tectoniques, on a étudié plein de trucs. Très intéressant. Les 3 derniers chapitres du bouquin, ils parlaient de l'évolution. La théorie de l'évolution, le Big Bang, etc., etc. La prof qui nous enseignait, elle enseignait aussi à l'université en 2e année en Israël. Et parce que moi j'ai fait le bac français en Israël par le consulat. Et donc, maintenant, vous savez, la biologie, c'est parfait. C'est une science exacte, c'est-à-dire que ce qu'on peut en tout cas voir, étudier en laboratoire, etc., alors on peut vérifier. Donc, on étudie l'immunologie, on étudie la génétique, etc. Ok, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, mais ce qu'on comprend, on le comprend. Et il est prouvé empiriquement, en laboratoire, etc. Tu peux le voir au microscope, il n'y a pas de problème, on peut tout expliquer. Ok. On arrive aux 3 derniers chapitres. Toutes les 2 lignes, point d'interrogation. Il est possible, c'est possible, et peut-être, etc., etc., etc. Toutes les 2 lignes, point d'interrogation. Alors moi, je pose la question à la prof innocemment. Pourquoi on étudie ça? C'est-à-dire, tous les chapitres jusqu'à présent, c'était clair, précis, c'était net, c'était expliqué, c'était prouvé. Et là, en fait, on ne sait rien. C'est-à-dire que la science, elle vient, elle te dit, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Mais on t'explique rien véritablement. On va t'expliquer plein de choses, mais on peut rien vraiment te prouver. D'accord?
Alors, elle me dit, c'est ça l'explication, il n'y a pas d'autre explication, elle était athéiste, donc il n'y a pas de Dieu, c'est comme ça que ça s'est passé, on a encore des questions, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Quelque chose de très intéressant. Au bac français, quand on faisait les annales, on se prépare pour le bac, mais on savait qu'il y avait toujours 3 sujets qui allaient être posés. Les 2 premiers sujets, tu savais que tu savais pas quel sujet ça allait être, ça sera toujours, de tous les chapitres qu'on a vus dans le livre, 2 sujets sur tous les 15 chapitres. Mais le 3e sujet, tout le temps, tous les bacs, tous les ans, sur l'évolution. Encore une fois. C'est-à-dire que tu veux passer les annales, tu veux faire des trous et te dire je vais m'arranger avec ce que j'ai, tu sais que l'évolution tu peux pas le louper. Tu es obligé de l'étudier. C'est-à-dire qu'on t'oblige à étudier cette théorie, on t'oblige et tu sais que tu vas avoir l'examen là-dessus, obligatoire sur les 3 sujets, tu en auras un sur l'évolution, et à la fin, le monde entier est persuadé Zot Torah lote mukhlefet. Ça c'est la Torah, il n'y en aura pas une autre. C'est la seule vérité. Ok. On a expliqué c'est quoi la théorie. Ok. Maintenant c'est quoi les preuves? Parce que de dire une théorie c'est sympathique, il faut aussi donner des preuves. Ok. La théorie de l'évolution, les scientifiques qui prônent cette théorie amènent 5 preuves scientifiques. 5 preuves. Premièrement, des fossiles. On a trouvé des fossiles d'il y a des millions d'années qui sont datés au carbone 14. Et donc nous voyons que le monde, il est très 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 ancien, qu'on a toutes sortes de créatures, créatures c'est pas le bon mot, mais disons êtres, d'accord, dans ce monde-là, qui sont complètement différents et qui étaient à différentes époques. Donc, les fossiles. Deuxièmement, nous voyons dans les couches géologiques, c'est-à-dire tu prends une montagne, tu la coupes au milieu, d'accord, ou tu vas au bord de la mer, ou tu vois une grande montagne. Alors on voit que la montagne, elle est coupée en couches géologiques, c'est-à-dire qu'on voit différentes couleurs. C'est-à-dire que pendant des millions d'années, d'accord, il y a de la poussière qui s'est amassée, que c'est devenu des couches. Des couches, et en fait, plus on descend en bas, plus on est dans le temps ancien. Et puis ça a été recouvert petit à petit, ça s'appelle les couches géologiques. Maintenant, preuve irréfutable, puisque dans les couches du bas, on trouve les êtres qui sont plus simples, plus on monte dans les couches, plus on voit que les fossiles qui sont retrouvés, ils sont plus compliqués. Donc on voit qu'il y a une évolution. Tu prends ces couches géologiques, tu les vois d'année en année, enfin de période en période, et tu verras que ça va en augmentant. Ça devient de plus en plus compliqué. Les êtres, ils sont de plus en plus compliqués. Les fossiles, ils sont de plus en plus compliqués. Troisième preuve, on a trouvé des fossiles et des squelettes d'hommes préhistoriques. Toutes sortes d'hommes préhistoriques. Le Néandertal, l'Homo erectus, le Cro-Magnon, c'est nous, etc., etc. Plein de sortes. On a des crânes différents, on a des squelettes différents, on voit qu'ils étaient courbés comme ça au début, comme des singes, etc. On les a datés et on voit donc qu'ils sont très anciens et primaires et qu'ils ont évolué. Donc, encore une preuve. Nous avons ces hommes-là préhistoriques qui nous montrent que l'homme lui-même a évolué. D'accord ? Quatrième preuve, c'est ce qu'on a parlé juste avant, les mutations qui existent encore aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a des mutations. Nous voyons que quand une mutation se passe, alors la trouna, la chose nouvelle qui a été créée, elle passera à la génération suivante. C'est-à-dire que si on a quelqu'un, par exemple, qui va avoir un gène défectif et qui va être malade, alors il va passer ça à ses enfants.
C'est-à-dire qu'on voit que ces mutations-là, elles passent de génération en génération. Donc, comme ça se passe aujourd'hui, ça veut dire que c'est comme ça que ça se passe. Donc, on a encore une preuve qu'il y a des changements constants dans ce monde-là. Et la dernière preuve, les vestiges d'organes. C'est-à-dire, nous voyons dans notre corps qu'il y a des vestiges, c'est-à-dire des organes qui ne servent à rien. Le coccyx, le thymus, l'appendicite, etc. Toutes sortes d'organes qui ne servent à rien. Or, si c'est une création, tout doit servir à quelque chose. C'est-à-dire que tout a été réfléchi et chaque chose, elle sert à quelque chose. Si on a des organes qui ne servent à rien, ça veut dire que c'est des vestiges, ça veut dire que c'est encore au milieu de l'évolution et que doucement, doucement, ça va prendre encore des millions d'années, mais à la fin, on sera parfait. Et notre corps, la mère nature, la sélection naturelle, elle va faire en sorte que ces vestiges qui ne servent à rien, au fur et à mesure du temps, ils vont être éliminés. Compris? Ok. Alors on commence. Jusqu'à présent, on était dans l'introduction. Regardons bien. On va commencer avec quelque chose de très intéressant. Préparez-vous. Ta-ta-ta-tam. Les dinosaures. Ok? Préparez-vous parce que dans ce cours-là, d'abord, il y a plein de sujets intéressants et plein de choses que tout le monde parle et personne ne connaît. D'accord? On commence avec les dinosaures qui ont été trouvés, qui sont exhibés partout dans le monde. D'accord? Donc aujourd'hui, vous pouvez voir dans tous les livres d'histoire, d'accord, que l'on enseigne comme une partie intégrale de l'histoire du monde, comme on va t'enseigner la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, etc., etc., etc. On va t'enseigner en allant en reculons l'histoire du monde. Donc il y a eu la préhistoire et au début de la préhistoire, donc les dinosaures sont une partie intégrale de l'histoire ancienne du monde. Il y a 65 millions d'années. Donc dans tout le livre d'histoire, on aura des photos, on aura des images et des reproductions de toutes les sortes de dinosaures qui ont été trouvés. On les trouvera dans les parcs, dans les rues, d'accord? Partout dans le monde, on a des dinosaures, on les a classés par famille, d'accord? Avec leur âge, leur fonction, etc. Et donc, on te dit, voilà, c'est ce qu'il y avait il y a 65 millions d'années. Et puis après, ça a disparu. Comment ça a disparu? On verra plus tard. Quoi qu'il en soit, voilà, tu vois qu'il y a toutes sortes de choses qui ont changé dans ce monde-là. C'est pas comme ce que tu crois, que le monde a été créé comme il est aujourd'hui et qu'il a continué. Non, non, non. Le monde, il n'était pas du tout le même quand il était au début et comme il est maintenant. Ok? Maintenant, tous ces dinosaures que vous voyez, ces reproductions. Quand on ouvre les bouquins de science, alors on va te montrer des images comme ça. On va te montrer un squelette qui a été retrouvé. C'est pas un fossile, c'est pas exactement un fossile, mais c'est des ossements. Des fois, c'est des fossiles, ça veut dire c'est que des marques dans la pierre. C'est pas vraiment des ossements parce que les ossements ils ont déjà disparu, mais l'être il a été décalqué dans la pierre, donc on voit sa forme, d'accord? Mais souvent, on te dit, voilà, tu les as tous les ossements, là, c'est une reproduction du squelette, et d'après ce squelette, voilà, on a ce dinosaure, voilà, on a un autre squelette, le tyrannosaure, et donc, eh ben voilà, ça devient cette chose-là, d'accord? Etc., 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 etc. Vous voyez des choses complètement dingues qui sont dans les musées, etc., qui sont montrées, voilà, et les gens qui viennent dans les musées, ils voient, voilà, il y a des dinosaures. De quoi tu parles? Il y en a eu, ils sont là. On les voit. On te montre un squelette de cette taille-là et on te dit voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Ok? Et donc, bien entendu, ça c'est le dinosaure, etc., etc.
On n'a pas le temps de s'arrêter sur chacun. Et maintenant, on commence à expliquer comment ça se passe. Alors, voyons, on commence. Voici devant vous un des fossiles les plus entiers qu'on a retrouvés jusqu'à aujourd'hui. D'un dinosaure, un petit dinosaure, d'accord? Je me rappelle plus comment il s'appelle, il a un nom un peu bizarre, d'accord? Mais ce dinosaure-là, c'est le... Donc, ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, jamais, au grand jamais, on a retrouvé des ossements de cette taille-là, ou en ce nombre-là, ou complet, comme ce qu'on nous montre. On a trouvé des fossiles et des ossements. Quel genre de fossiles? Vous l'avez devant vous. Une plaque où on voit, et après on essaye au scanner de mettre un peu les parties, où elle est la peau, où y sont les organes, etc., etc. Et la reproduction, elle devient comme ça. D'accord? Maintenant, vous pouvez voir, ça c'est le petit dinosaure qui était à l'époque. Maintenant, entre le fossile que nous venons de voir et cet être qui est reproduit, 99%, c'est l'imagination. D'accord? On va le voir dans quelques instants comment ça marche les reproductions. D'accord? Quoi qu'il en soit, donc à part, comme vous voyez sur la queue, qu'on voit des genres de pics comme ça, comme un hérisson, d'accord? Que ça, on le voyait d'une manière tout à fait nette sur, vous voyez, si vous regardez sur le fossile en haut, alors vous voyez ces pics-là, ces genres de cheveux, d'accord? Là, c'est la seule chose qui est claire, d'accord? À part ça, la forme, etc., on n'en a strictement aucune idée. Les pics-là qu'il a sur les côtés, est-ce qu'ils étaient comme ça, etc., etc., on n'en sait strictement rien, mais on laisse notre imagination gambader et on fait de l'à peu près, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on a vraiment trouvé? Alors voilà. Les dinosaures que vous avez vus précédemment, comme on l'a déjà dit, on n'a pas vraiment trouvé de dinosaures. On a trouvé des fossiles et des ossements. Alors là, c'est un fossile. D'accord? C'est un fossile de dinosaure que vous avez vu avant au musée comme un squelette entier avec des dents, des mâchoires énormes, etc., etc. Maintenant, vous comprenez que d'un fossile comme ça, de faire une reproduction et de savoir à quoi il avait l'air, alors qu'en fait, un fossile, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout est imbriqué l'un dans l'autre. C'est-à-dire que la tête, elle est aplatie, le corps, il est aplati, les organes, ils sont aplatis, tout est aplati l'un dans l'autre. Il est peut-être aussi courbé, etc. On ne sait pas exactement. Mais c'est ce qu'on a trouvé. Et de là, on commence à reproduire ce fossile en squelette. Alors là, ce sont une partie des ossements qu'on a trouvés. Alors là, par exemple, ce que vous voyez devant vous, c'est des ossements, un des squelettes les plus complets d'animal qu'on a trouvé jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Ça ne ressemble en rien au squelette qu'on a vu précédemment dans les livres d'histoire ou dans les musées. Et encore une fois, de là à donner une forme et en fait à extrapoler la forme et les envergures de ce squelette, etc., et de le transformer en un dinosaure totalement terrifiant et énorme. Regardez encore une fois, vous voyez comment ça se passe. On a trouvé des ossements, on prend avec une pince, pas une pince, une broche, comment dire, une broche, oui, enfin, un truc pour nettoyer comme ça, d'accord? Et un petit marteau, et on y va doucement, 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 doucement. Et en fait, on ressort le squelette. Maintenant, comme vous voyez devant vous, le squelette, il est complètement imbriqué l'un dans l'autre, et c'est complètement impossible de savoir quelle forme il avait, etc. Mais quand même, on reproduit. Regardez là ce qu'on a trouvé, des petits morceaux, d'accord? Alors là, bon, là c'est une histoire à dormir debout, là, qu'ils ont écrit un livre entier sur ce fossile-là pour expliquer que en fait, la maman, elle est en train d'accoucher quand elle est morte et qu'elle est restée. Et donc le bébé, il est. Mais Kitso,
Une histoire à dormir debout, impossible de savoir. Maintenant, vous comprenez que c'est il y a 65 millions d'années, de savoir ce qui s'est passé exactement à ce moment-là. Bon, c'est un peu compliqué. Voilà un os qu'on a trouvé. C'est devenu... maintenant, regardez ça, par exemple, devant vous. Vous voyez un squelette comme ça, qui est reproduit dans un livre d'histoire. Mais c'est pas un squelette qui a été retrouvé. C'est un squelette qu'on a reproduit avec des petits morceaux. C'est-à-dire qu'on a trouvé ça, ce morceau de crâne ou de je sais pas de quoi. On a, à partir d'extrapolation par rapport à la forme de ce morceau, reconstruit. Est-ce que c'était vraiment un crâne ou autre chose, une autre partie du corps? On ne sait pas. Donc ce crâne-là, il a été entièrement reconstruit par rapport à ce petit morceau. Et après, toute la suite, elle va après. Avec, on extrapole, on fait des jambes, etc., etc., etc. Donc on est à 90% comment on dit? Représentation. De représentation. C'est approximatif, voilà. C'est des représentations qui sont strictement approximatives. Bon, maintenant, ok, où y sont tous ces dinosaures? S'il y a tellement de dinosaures qui ont existé, toutes sortes, bon, ok, il y a des voies, il y a des espèces en voie de disparition, ok, mais comment tout a disparu? Pourquoi il ne reste pas un seul petit dinosaure que on peut nous montrer au zoo? Bon, alors bien entendu, les scientifiques ont réfléchi. Maintenant, dans ce domaine de la science, il faut que je vais dire ça et je vais peut-être le répéter plusieurs fois dans les prochains cours. On n'est pas en train de parler chas v'shalom contre la science. La science, c'est quelque chose qui est tout à fait extraordinaire. La Torah parle énormément de science. Le monde est basé sur la science et comme le monde est basé par la Torah, donc tout est censé aller ensemble. Mais il y a ce qui s'appelle les sciences exactes, les maths, la physique, la chimie, la biologie, etc., etc. Et il y a les sciences approximatives ou Ash'arati. Ash'arati, ça veut dire que on fait des suppositions. C'est-à-dire qu'on peut rien prouver de ce que l'on dit, d'accord? Mais on suppose par rapport à toutes sortes d'extrapolations ou de réflexions que c'était comme ça ou comme ça. C'est-à-dire que dans ce genre de science, entre guillemets, je fixe l'explication et après, je cherche la preuve. Vous avez compris? En général, comment ça se passe dans la science? Je vois quelque chose. Alors, je l'étudie et j'arrive à une conclusion. Là, on voit rien. On a la conclusion déjà. Et maintenant, on va chercher où c'est que ça se passe. Ok. Comment tous ces dinosaures sont morts en un seul coup et ont disparu? Alors, il y a eu plein de théories. Et vous comprenez que du moment qu'il y a plein de théories, ça veut dire qu'en fait, personne n'en a strictement aucune idée. Parce que quand on parle par exemple de la génétique qui découvre tous les jours des nouvelles. Mais ça veut pas dire que ce qui était avant, ça a été annulé. Ce qui était avant, on l'a prouvé et on découvre des nouvelles choses sur les anciennes choses. Là, chaque théorie, elle est annulée parce qu'on n'a strictement aucune idée et on peut strictement rien prouver sur chaque théorie. La dernière théorie qui explique comment tous ces dinosaures ont disparu, alors, c'est qu'il y a un immense astéroïde qui est tombé sur le globe terrestre et qui a fait comme une bombe atomique, qui a fait que la poussière est montée sur des kilomètres, tellement la pression était forte sur le globe terrestre. Parce que vous comprenez que même s'il y a un astéroïde qui tombe sur le globe terrestre, ça va tuer tous les dinosaures. Non. Donc, l'explication scientifique,
entre guillemets, c'est que cet astéroïde, il est tombé, il a fait monter la poussière sur des kilomètres. Et donc, une partie des dinosaures sont morts étouffés. Toutes les plantes sont mortes en un seul coup. Et donc, ceux qui ne sont pas morts étouffés, ils sont morts de faim. Vous avez compris? Ok. Maintenant, vous comprenez qu'un astéroïde de cette taille, qui a fait sauter le globe terrestre, il doit laisser une trace quelque part. D'accord? Il est pas, c'est-à-dire qu'il va pas disparaître comme ça. On l'a trouvé. On l'a trouvé où? Le cratère de Mexico. Du Mexique. C'est-à-dire qu'on a un immense martèche. Comment ça s'appelle? Un martèche, c'est comme un canyon, comme ça, comme un cratère énorme au Mexique. Et donc voilà. Est-ce qu'on a réussi à prouver que c'est un astéroïde qui l'a fait? Non. Mais vu que nous, on a décidé qu'il y a un astéroïde qui est tombé, donc si on a un grand cratère, alors on va dire que ça, c'est l'astéroïde. Est-ce que tu sais ce que c'est cet astéroïde qui est tombé? Il a fait vraiment monter la poussière et tout le monde est mort? Non. Mais vu que tout le monde est mort, alors je vais expliquer que l'astéroïde que je n'ai jamais vu, dans un cratère que je ne sais pas qui vient de cet astéroïde, est-ce qu'il a fait monter la poussière? Je sais pas. Mais je vais dire quand même que la montière, elle est poussée, que tout le monde est mort en même temps. Vous comprenez comment ça marche? Ok. Maintenant, comment la Torah explique ça? On va pas encore parler de la théorie de l'évolution, on va juste parler des dinosaures pour l'instant, parce que comme on l'a dit, il y a beaucoup à parler, et on a encore plein de trucs à voir sur ce qui a été trouvé, les squelettes, etc. Quoi qu'il en soit, que dit la Torah par rapport à tous ces dinosaures? Parce que on a quand même trouvé des grands squelettes, d'accord? Pas les reproductions qu'on nous montre dans les musées, mais quand même des parties de squelettes plus grands qu'aujourd'hui. En tout cas, une partie des ossements, ils ont l'air d'être plus grands. Est-ce que c'était cette taille, cette forme, ces noms de dinosaures? On ne sait pas. Mais on a trouvé certaines choses. Est-ce qu'en nombre de ce qu'on nous montre? Non. On a trouvé ici et là des morceaux. Pas grand-chose et pas en grand nombre. Parce que vous comprenez que si on parle de dinosaures qui ont été effacés, on parle de millions de dinosaures. C'est pas qu'on a trouvé des millions de squelettes, ni des millions de parties de squelettes. On a trouvé ici et là des morceaux de squelettes. Ok. Que dit la Torah là-dessus? Alors, la Torah nous dit la chose suivante. Il y a écrit dans le livre de Bereshit, Vaivra Elohim et Ataninim Agdolim, il y a écrit que Dieu il a créé les grands mammifères. ואת כל נפש החיה הרומסת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלוהים כי טוב. Donc Dieu il a créé tout ce monde-là. Et ce monde-là, il a créé aussi avec des grands mammifères. Qu'est-ce que c'est que ces grands mammifères? Alors vous pouvez laisser votre imagination faire ce qu'elle veut avec cette expression. Mais il y en a qui disent que ce sont les dinosaures. Ou en tout cas, si c'est pas les dinosaures, des grands animaux plus grands que ce qu'on a aujourd'hui. Ok. Comment la Torah explique qu'ils ont disparu? Alors il y a écrit dans Parashat Noach que quand l'humanité a fauté, alors Dieu a amené le déluge sur ce monde-là et le monde a été complètement effacé. Maintenant, il y a écrit, je vous lis le pasouk, Vaimach et kol hayekum asher al pnei adama. Donc Dieu a effacé tous les êtres qui étaient sur la face de la terre. Et il y a écrit que ce déluge-là, en fait, il est tombé sans arrêt et il a effacé le monde. Explique le Malbim. Le Malbim, il y a environ 200 ans, il explique la chose suivante. Il écrit ce qui s'est passé. C'est que en fait, l'eau, elle était brûlante et elle est tombée très fortement.
Donc ce qui s'est passé, c'est que le monde est devenu une boue énorme. La terre est devenue une boue énorme. Et les êtres qui étaient à la face de la terre, ils ont été engloutis profondément à l'intérieur de la terre. Donc, on a l'impression, le Malbim il explique ça, on a l'impression que ces êtres-là sont très anciens, puisqu'ils sont très profondément dans la terre. Mais il dit non, ça a été fait en une seule fois. Puisque le Maboul, c'était en 40 jours et que tout le monde entier a été retourné. Et comme les êtres, ils ont été dans la boue, donc ils ont été conservés. C'est-à-dire que la boue, elle a, en fait, ça a été comme une momification, comme ça. D'accord? Et vu que cette boue-là, elle était brûlante et qu'elle s'est attachée et elle a englouti en même temps tous ces êtres, donc en fait, c'est et le Malbim il explique, c'est ce qui nous donne l'explication sur les ossements que nous trouvons dans la terre. Comme ça écrit le Malbim il y a 200 ans. Maintenant, regardez bien. Si vous croyez que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est moi qui l'invente ou c'est parce que j'ai une barbe et qu'on est religieux alors qu'on veut dire qu'il y a un Dieu, oubliez, on ne parle pas de Dieu pour l'instant. La religion, on verra dans quelques cours. Pour l'instant, on parle que de la science. Vous avez devant vous ce qu'a écrit le professeur Auguste Wiesmann. Ce professeur-là, athée, a écrit un livre qui s'appelle Akol Yachol chez la Brira Tivit. La force infinie de la sélection naturelle. C'est le nom de son livre, d'accord? La force infinie de la sélection naturelle. Donc, il parle de la théorie de l'évolution pour expliquer comment la sélection naturelle, elle fait qu'on a le monde comme on l'a devant nous aujourd'hui. Et il écrit la chose suivante. Je vous traduis et chacun jugera de lui-même. Hein. Donc c'est un des bouquins les plus importants sur la théorie de l'évolution qui a été écrit par un des scientifiques les plus renommés dans ce domaine-là. Et il écrit la chose suivante. למרות שלעולם לא נוכל לקבוע על ידי הסתכלות, התבוננות או ניסיון מעבדתי את תהליך יצירת מין חדש על ידי ברירה טבעית במלחמת הקיום. Bien que nous ne pourrons jamais prouver, ni par observation, ni par preuve empirique en laboratoire, etc., la formation d'un nouveau genre d'être, d'accord, grâce à la sélection naturelle, on ne pourra jamais prouver une chose pareille. Regardez bien la phrase d'après. נאלצים אנו לקבל את ההשקפה של הברירה הטבעית. Nous sommes, bien que ce soit la réalité devant nous, nous sommes obligés d'accepter cette théorie de la sélection naturelle. Pourquoi? מפני שהיא ורק היא נותנת לנו את ההסבר היחיד להימצאותו של עולם החי הרב-גוני, מבלי שנצטרך להניח שנוצרו על ידי כוח עליון שרצה וברא אותם בכוונה תחילה. Vu que c'est la seule théorie qui nous permettra d'expliquer la complexité de ce monde-là, sans être obligé d'accepter qu'il y a un Dieu créateur, avec une intelligence et une volonté et Tirnoun, comment ça s'appelle, un programme de ce monde-là, vu que c'est la seule explication qui nous permet de ne pas mettre Dieu dans l'équation, on est obligé de l'accepter. Bien qu'on ne pourra jamais la prouver. Vous avez compris? C'est exactement ce qu'on a montré au début. Jusqu'à présent, il y avait des religions. Il y avait la religion du judaïsme, le christianisme, l'islam, Bouddha, ce que vous voulez. Aujourd'hui, on a une nouvelle religion qui s'appelle la religion de l'évolution. C'est une théorie, tu ne pourras jamais la prouver, mais comme on ne veut pas accepter Dieu, donc bien que je ne peux rien prouver, on est obligé d'accepter cette théorie. Vous avez compris? Ok. Plus que ça, devant vous,
le livre de l'élève de Darwin, Aldous Huxley. Aldous Huxley. Cet élève de Darwin a écrit un livre qui s'appelle Viduyo Shel Kofer. La confession d'un renégat. Il a été traduit dans toutes les langues. Vous pouvez les chercher sur Internet, vous retrouverez très rapidement la confession d'un renégat ou du renégat, je ne sais pas. Aldous Huxley. L'élève de Darwin. Qui explique comment, ou plus exactement pourquoi, ils sont arrivés à cette théorie de l'évolution. Et il écrit la chose suivante. Ani ubne dori. Moi et les gens de ma génération. Ayu lanu sibot lirtzot. Nous avions toutes les raisons de vouloir que le monde n'ait pas de signification. Chez l'olam lo yeh mashmaut. Moi et ma génération, je vous rappelle, la Renaissance, l'homme il sait tout, il n'y a plus de mystique, il n'y a plus de religion. Donc nous avions toutes les raisons de vouloir que le monde n'ait pas de signification. Et après, et après que nous voulions ça, il écrit, c'était donc pas compliqué après de trouver des arguments convaincants, entre guillemets, que le monde n'a pas de signification. Vu que c'est ce que nous voulions, ça n'a pas été compliqué. Que n'importe quel argument que tu vas ramener, et qui te dit que le monde n'a pas de signification, c'est un argument convaincant. C'est-à-dire, c'est un argument qui va être accepté automatiquement. Si nous autres, et nous avons fait cela, moi et Darwin, mon maître, avec la théorie de l'évolution. Puisque un monde qui a une signification nous embêtait dans notre liberté. Vous avez compris? Donc, encore une fois, c'est comme la personne qui a fait d'abord la cible, d'abord tiré la balle, et après il a fait la cible autour. C'est-à-dire, Darwin et ses élèves et sa génération ont tiré la balle. C'est quoi la balle? Il n'y a pas de Dieu. Parce que s'il y a un Dieu, il y a une signification. S'il y a une signification, il y a un but. S'il y a un but, il y a des choses à faire. S'il y a quelque chose à faire, on peut pas faire ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pas compliqué. Tous les arguments qu'on a pu inventer à partir de maintenant, ils ont été acceptés tout de suite. Même si c'est complètement illogique. Et même si c'est complètement improuvable, comme il a dit professeur Auguste, on est obligé d'accepter cette théorie. Parce que c'est la seule qui nous permettra de comprendre le monde sans rentrer de Dieu dans l'équation. Maintenant, est-ce que les grands de ce monde-là, c'est-à-dire les véritables intellectuels, les véritables scientifiques, qui n'ont pas dit des théories en l'air improuvables, qui ont amené le monde à avancer des années-lumière, qu'est-ce que eux ils pensaient de cela? Isaac Newton, il écrit: nous pouvons nous prosterner et adorer le créateur de ce monde-là. Et dans cette adoration-là, nous pourrons peut-être faire la meilleure des choses qui sera bon pour ce monde-là. Et il écrit encore: Ishut et Sofit, c'est Ishut, c'est comment on dit Ishut? Ishut, c'est quelque chose qui est cette chose, entre guillemets, c'est pas exactement une traduction, cette chose infinie qui règne sur tout ce monde-là, le Dieu Tout-Puissant, Kol Yachol, Yodea Kol, Moshel Bakol. Nous voyons dans toute la perfection de ce monde-là qu'il règne sur tout, il dirige tout et il gère tout. Isaac Newton, Einstein, on n'a pas le temps de tout lire. Ceux qui veulent, je leur enverrai après la présentation. Vous pourrez tout lire tranquillement chez vous, d'accord? Einstein, etc., etc. Pardon, une excuse. Donc, là, on est à la première phase, ce qui s'appelle, on a parlé aujourd'hui de
une seule chose. Mais on n'a même pas encore terminé cette chose-là. Donc la première des preuves, on a parlé des fossiles. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on va continuer à parler de ça et on va parler des hommes. On va montrer. Mais alors sur les hommes, c'est encore pire parce que vous verrez qu'on n'a strictement rien trouvé. D'accord? Tout ce que vous voyez dans le livre d'histoire, vous allez voir ce qu'on a trouvé et vous allez voir ce qu'on vous montre dans les bouquins. D'accord? Vous allez voir ce qui a été trouvé et vous allez voir les dizaines de reproductions dans les 4 camps du monde qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres. Tout simplement parce que comme on vient de le prouver et de le montrer, c'est tout simplement à 90% de l'imaginaire. Tu n'as strictement aucune idée. La preuve, c'est que les scientifiques aux 4 coins du monde, chacun fait sur les mêmes ossements des reproductions complètement différentes. D'accord? Donc, c'est la première preuve de la théorie de l'évolution, les fossiles et les ossements que l'on a trouvés. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, on continuera à parler de ces fossiles des ossements et on continuera sur toute la suite aussi des preuves et l'étude de ces preuves-là. Si quelqu'un a une question, des questions, plusieurs questions, c'est le moment ou jamais. Moshe, bon, moi j'ai pris des notes comme d'habitude, sur des références que je connaissais pas. J'ai pas spécialement de questions. Enfin, c'est un sujet que bon, je connais un peu. Mais alors par contre, enfin, il y a une petite question de détail. Vous avez parlé de ATGC. Ça doit être un acronyme anglais, mais je sais pas ce que ça représente. Ça doit être un acronyme ATGC. C'est au moment où vous parliez d'ADN. Oui. Ça s'appelle des ribosomes. Des ribosomes, c'est en fait c'est des non, c'est en français aussi. Hein. Moi, la TGC, je l'ai appris en France. Je l'ai pas appris dans une autre langue. D'accord? C'est d'accord. Donc c'est pas du français alors. Je sais pas. Non. Les lettres, c'est des mots en anglais, mais on les utilise aussi en français. On appelle ça ATGC. D'accord? Je me rappelle plus des noms. Hein. D'accord, c'est pas important. Mais c'est des séquences qui s'appellent. Avec un ordre spécial à chaque fois qui change de ces 4 ribosomes qui font tous les gènes et le code génétique de l'ADN. D'accord, ok. Non, ben je vois ça. C'est des séquences de l'ADN, d'accord. Exactement. juste une petite question. Est-ce que tu veux dire, d'après ce que l'on a entendu, que le principal objectif de la théorie de l'évolution serait de prouver que Dieu n'existe pas? 100%, c'était la base de la théorie. Aujourd'hui, bien entendu, vu que c'est devenu un sujet entre guillemets scientifique, donc bien entendu, il y a des scientifiques qui véritablement cherchent et essayent de comprendre est-ce que vraiment ça s'est passé comme ça. Énormément, comme on verra la semaine prochaine, de scientifiques aujourd'hui n'acceptent plus du tout cette théorie, mais c'est pas grave, on continue à l'enseigner. Mais à la base, comme tu viens de le voir, l'élève de Darwin écrit la confession d'un renégat, c'est sa confession à lui, pour dire qu'en fait, on sait très bien qu'il y avait un Dieu, mais on voulait pas l'accepter. Donc on a inventé une théorie qui a été très, très rapidement acceptée, parce qu'elle permettait à tout le monde de faire ce qu'il voulait. D'accord? La même chose, comment il s'appelle, Auguste Wiesmann, tous, ils disent la même chose. C'est une religion à la place de la religion. C'est-à-dire que, comme on va le voir la semaine prochaine, les scientifiques, sur tous les sujets qui ont trait à l'évolution, on va voir, ils disent, il faut accepter ça. C'est une émouna. Il faut croire. Parce qu'on peut rien prouver. Donc pourquoi je devrais croire en ça, plus qu'en ça? Si ça c'est une religion, tu me dis il faut pas croire parce que c'est une religion, pourquoi je devrais croire ça? Ou alors ça devient une nouvelle religion. C'est ce qui a été voulu. Est-ce que tu nous parleras de ce que le Rav Kook a écrit sur ce sujet-là? On va parler de tout. Mais ça sera seulement à la fin. Qu'est-ce qu'elle dit la religion? Qu'est-ce qu'elle dit la Torah par rapport à ça? Est-ce qu'elle est pour ou contre? Ou est-ce qu'elle est neutre? Ou est-ce qu'elle s'en fout? Tout ça et bien plus que ça. Je sais pas si ce sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais on en reparlera bien entendu, Bezrat Hashem. Bezrat, merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Besimcha rabba, bsorot tovot, laila tov.